On accueille maintenant Laure Gaillet, qui est cofondatrice de l'atelier d'urbanisme Approche, qui a fait des études pour le PUCA et notamment qui a fait une étude d'action sur l'impact social et urbain des projets d'urbanisme transitoire. Donc, elle va nous la présenter. Je pense que cette étude, à la fin, est force de proposition aussi. Et puis, vous avez peut-être un retour à nous faire sur ce que vous avez entendu sur ces différents cas que nous avons présentés cet après-midi. Merci. Vous pouvez, oui, vous prenez ma chaise et vous tournez si vous voulez voir. Voilà. Je sais pas, il marche celui-là, oui. Bonsoir à tous. Alors, je suis donc Laure Gaillet de l'atelier d'urbanisme Approche. C'est un atelier qui a été cofondé en 2014. On est 4 et on s'est fondé sur l'idée d'impliquer les habitants dans les projets d'urbanisme. Et ça passe notamment par de l'action de terrain, donc une méthode qui est celle de l'étude-action, de l'étude urbaine qui est nourrie par l'action, comme on a pu le voir jusqu'ici, des chantiers participatifs, des actions graphiques dans l'espace public, des ateliers de médiation, etc. Donc effectivement, on est assez spécialisé sur le sujet de l'urbanisme transitoire, de l'urbanisme participatif, mais aussi de la question du genre dans l'espace public et quels sont les aménagements qu'on pourrait imaginer pour accueillir les femmes, pour qu'elles se sentent plus à l'aise. On a 3 pôles d'activité, donc comme je vous disais, l'étude-action, et puis une action plutôt de formation, de transmission auprès des professionnels ou des étudiants, et de réflexion sur les pratiques en urbanisme. Et donc, effectivement, c'est ce que vous disiez, ça nous mène à ce sujet qui est celui de l'étude qu'on a menée avec le PUCA et pas pour le PUCA, entre autres, puisque c'est une étude sur l'évaluation de l'impact social et urbain de l'urbanisme transitoire qu'on a décidé de monter par nous-mêmes, donc avec le soutien de la Fondation de France, du PUCA, de la direction de l'aménagement du ministère et le CGET. Et donc, ça partait du principe et du besoin de nous, en tant qu'acteurs, de justifier en quoi cette action sur le terrain, qui provoque des liens sociaux, qui sont des cadres de rencontre entre les gens, entre les acteurs, comment d'une, ça venait nourrir le projet, le co-construire, et de 2, quelles étaient les répercussions sur les gens, sur les individus, à quoi ça pouvait servir à l'échelle du quartier ou du territoire. Donc, brièvement, la méthode, en fait, on a commencé par une étude comparative de 12 projets, dont le projet présenté par Le bruit du frigo et la ville de Dax. Donc voilà, c'est ici, c'est 12 projets comparatifs qui avaient pour objet, en fait, de mieux qualifier cet impact social et cet impact du point de vue du projet urbain pour tirer une première grille d'indicateurs et une première grille d'impact qui nous servirait à la courant 2020 à dresser vraiment un protocole de mise en œuvre d'une évaluation des projets d'urbanisme transitoire qui soit vraiment un outil d'accompagnement, un outil pour mettre en œuvre des projets vertueux pour le territoire et en même temps vraiment imbriqués à la conception, à la programmation des projets d'aménagement. Voilà, donc en ce moment on est sur la deuxième phase où on est à la fois sur le terrain où on teste ces indicateurs et cet outil qu'on commence à formaliser. Voilà, hop. Je ne vais pas vous les présenter les 12, rassurez-vous. Et puis là, vous voyez rien, donc c'est très intéressant. Je vais essayer de vous justifier ici comment est-ce qu'on a choisi en fait ces 12 projets. Le schéma en haut à gauche, il montre en fait la typologie, les 4 typologies. On s'est intéressé à la fois à des projets en milieu métropolitain, des villes moyennes, des projets en renouvellement urbain et des projets en milieu rural. Et vous voyez à droite, vous voyez juste le code vaguement couleur, un vert et un blanc pâle. Le vert étant tous les projets qui sont plutôt dans des
dans des secteurs denses où il y a une facilité à mobiliser des opérateurs. Et en blanc, plutôt tous les projets qui sont plutôt en secteur détendu. Enfin, donc, vous avez le projet de Dax, comme on a vu. Il y a également le quartier DMC à Mulhouse. Là, je vous cite du coup ceux qui sont plutôt ville moyenne et secteur dit moins attractif. Vous avez la Coursive-Boutarique, qui est un quartier en renouvellement urbain à la porte de Dijon. Et puis à Saint-Étienne aussi, ici bientôt, j'y ferai un peu écho tout au long de l'échange. Là, juste pour signaler qu'on a décortiqué tous les portages possibles, institutionnels, commandes publiques, portages partenariaux, ou vraiment un portage par des acteurs sociaux ou de la société civile indépendante. Et puis, on a essayé de voir un petit peu toute typologie de temporalité, des projets très courts jusqu'à des projets qui ont fini par se pérenniser. Ah oui, bon, il y a eu un petit échange de slides, mais en gros, juste, j'ai pris l'exemple de Je peux pas, j'ai chantier, comme vous l'avez un peu entendu. Chaque fiche projet, je pense qu'elle peut être intéressante. Il y a une partie qui est récit, une partie qui décortique vraiment le modèle économique, une autre qui décortique les schémas de gouvernance. Et puis, ce schéma-là, qui peut être assez intéressant, qui fait le lien entre vraiment la partie transitoire que vous voyez en haut, et puis les étapes du projet d'aménagement et comment chacune de ces deux démarches, plus ou moins imbriquées en fonction des projets, a pu alimenter le projet temporaire et pérenne. Donc vous voyez ici, on a la première phase du projet Je peux pas, j'ai chantier, avec vraiment ce plan guide qui à la fois le plan guide des espaces publics à co-construire avec les habitants et le plan guide d'aménagement du quartier. Et ces deux plans guides travaillent en interaction. Et puis la deuxième phase, où, si vous vous souvenez, du coup, il y avait vraiment, sur la base d'ateliers de concertation, la prise en compte des demandes en termes d'usage pour faire ces seconds chantiers, si vous vous souvenez bien, qui ont été permis parce que dans le cadre du projet d'aménagement, il y a eu un changement de phasage pour pouvoir préparer le sol, l'espace public, pour accueillir ces seconds chantiers. Donc on voit qu'il y a vraiment une méthodologie d'imbrication de l'aménagement souple et co-construit avec l'aménagement structurant pérenne. Voilà. Du coup, je vous présente ici une petite synthèse des impacts sociaux, parce que ce qui est intéressant à voir, c'est que souvent, en fait, ils fonctionnent aussi par effet d'enchaînement. Et c'est ce que notre étude essaye de remarquer. Enfin, le protocole essayera de valoriser comment, par exemple, si je prends les différents impacts, comment juste le fait de construire un cadre de rencontre bienveillant peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Je donne l'exemple à l'Autre Soi, qui est un des projets qu'on a étudié, qui est à Villeurbanne, qui est à la fois un centre culturel en préfiguration, donc c'est une période transitoire de 2 ans, un accueil de réfugiés, de demandeurs d'asile, et puis des espaces dédiés à l'économie sociale et solidaire. Donc on a 3 typologies d'acteurs, sachant que dans ces espaces dédiés à l'économie sociale et solidaire, il y en a une association qui accueille plus particulièrement des publics fragilisés. Donc on est vraiment dans des contextes qui permettent, à travers à la fois des ateliers et des temps forts, de faire se rencontrer ces personnes-là. L'effet d'enchaînement que je voulais vous expliquer, c'est par exemple le fait que les réfugiés, ou les demandeurs d'asile, pour obtenir leur carte de séjour, doivent montrer qu'ils participent à des actions associatives, doivent s'impliquer.
Donc du coup, ils ont commencé à participer un petit peu par obligation à des ateliers. Et au final, on se rend compte qu'ils y reviennent avec plaisir, avec enthousiasme, plutôt des ateliers de pratique artistique, que de fil en aiguille, ils ont commencé à travailler pour faire la restauration à l'occasion des grands événements. Et de fil en aiguille, finalement, c'est une activité économique autour de la cuisine qui est mise en place et qui a créé des liens entre ce centre social, enfin ce centre culturel, pardon, et la société en charge de l'accueil des demandeurs d'asile. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur. La question du mieux-être aussi. Alors comment est-ce qu'on évalue le mieux-être des gens? C'est un peu toutes les questions qu'on se pose. Par exemple, aux grands voisins, Aurore qui fait l'hébergement d'urgence a constaté tout simplement que depuis qu'ils étaient dans ce contexte-là avec tout un tas d'autres acteurs, les hébergés allaient moins chez le médecin. Donc c'est un signal qu'ils sont moins en détresse, qu'ils vont mieux. Et puis d'autres personnes nous ont mis en avant le fait que, à force des parents qui accompagnent leurs enfants pour des activités, au fur et à mesure de leur participation aux séances, on voit que les parents ont un port de tête plus haut. Donc on sent qu'il y a une fierté ou une satisfaction à être partie prenante de ce genre d'activité. Bon, je ne vais pas tous vous les détailler, mais c'était pour vous donner quelques exemples. Donc après, voilà, sur les effets individuels, emploi et entrepreneuriat, on voit assez bien la capacité à agir sous forme vraiment individuelle, en étant partie prenante d'activités que les habitants peuvent organiser. Les effets collectifs, alors ça, on le voit assez bien parce que c'est vrai que c'est des lieux souvent très accueillants pour des acteurs culturels, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et que du coup, tout simplement de créer un écosystème, forcément, c'est favorable à l'échange de moyens, de ressources, à la mutualisation. Mais je prends aussi l'exemple de Dax. Par exemple, le centre social, on a pu analyser ça après coup, le centre social partenaire dont ils ont parlé, s'est inspiré des méthodes, des modes de faire en fait, de Brie du frigo, pour mobiliser les jeunes. Ils avaient beaucoup de mal à mobiliser les jeunes, et puis du coup maintenant ils organisent des événements sportifs dans l'espace public. Donc finalement eux-mêmes ont aussi fait changer leur pratique professionnelle. Bon, il y a également les effets sur le quartier, je vais en citer juste quelques-uns, par exemple l'amélioration de la qualité urbaine, en quoi finalement ces aménagements permettent de pacifier les espaces simplement par leur occupation ou par leur amélioration, bien entendu. Comment est-ce qu'aussi on peut offrir des services urbains de proximité qui n'existaient pas avant? Je pense par exemple au cas de Yapluka à Bagnolet, une épicerie qui ferme parce que les travaux se lancent. Concrètement, il n'y a plus d'épicerie dans le quartier, c'est quand même problématique. Et ils endossent un peu spontanément ce rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage urbanisme transitoire, et ils ont la capacité de réagir très vite et d'accompagner la collectivité pour qu'elle finance la construction d'un conteneur et accueillir une épicerie transitoire. Bon, voilà, c'est le genre d'amélioration de la qualité urbaine qu'on peut assez facilement observer. Donc voilà, on a fait effet individuel, effet collectif, effet sur le quartier, effet aussi à l'échelle territoriale. Hélène tout à l'heure parlait de Est Ensemble, donc qui est une interco en Île-de-France. Ils ont effectivement commencé à juste tester des initiatives éparses, on va dire, par opportunité de foncier libre pour de l'urbanisme transitoire pendant 1 an. Et on voit là qu'au bout de plusieurs années, c'était un moyen d'expérimenter pour eux et qu'aujourd'hui, ils sont en train de dresser toute une stratégie à l'échelle de leur territoire pour faire du rééquilibrage et redistribuer un petit peu les ressources différemment via l'urbanisme transitoire, notamment dans les quartiers en renouvellement urbain. Dans les effets territoriaux, on a parlé aussi des supports de transversalité interservices, parce que c'est vrai que
les projets d'urbanisme transitoire touchent à la fois à la gestion urbaine, à la conception urbaine, mais aussi aux services culturels, sociaux, économiques éventuellement. Voilà. Et alors, vous le voyez mal, mais on a essayé aussi quand même de mettre des impacts négatifs, parce qu'effectivement, il y en a. Donc, par exemple, effet individuel en gauche, là, juste en dessous de mieux-être, il y a écrit stress face à l'instabilité. C'est vrai que le court terme, chez des publics fragiles, ça peut créer du stress, de l'angoisse. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, à l'inverse, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, la transversalité des services, c'est aussi une surcharge énorme pour les acteurs. Donc, c'est quand même un autre aspect à prendre en compte. Sur les impacts sur le projet urbain, je serai plus rapide parce que je pense qu'on en a quand même parlé de manière un peu transversale. Et puis, j'y reviendrai juste un petit peu après en conclusion. Il y a donc des effets sur la gouvernance des projets urbains, à la fois sur la capacité à piloter le projet pérenne et transitoire de manière resserrée, et puis dans quelle mesure du coup le transitoire est un levier pour davantage inclure la société civile dans la conception et dans la gestion. Les effets sur la définition du projet, on en a un petit peu parlé aussi. Dans quelle mesure ça alimente le diagnostic, dans quelle mesure, et là je pense que c'est vraiment la force, ça permet de tester les programmes, les faire évoluer, voire même faire venir des opérateurs. Donc c'est quand même un changement fort potentiel. Et puis de dessiner les espaces et les aménagements différemment, de manière plus fine, adaptée aux usages. Donc les effets sur les métiers et méthodes, j'y reviendrai un petit peu après. J'ai été censurée. Il faut que j'aille plus vite? Non? D'accord. Alors, du coup, là, c'est un peu la partie de synthèse. On m'a un peu posé la question. Je vais essayer de tirer des liens avec ce qu'on a déjà un peu entendu. Mais donc, on m'a dit d'essayer de répondre autant que possible à la question comment favoriser l'urbanisme transitoire dans les villes moyennes. Donc, j'ai pas vraiment des réponses fermes. J'ai juste quelques pistes de réflexion. Donc, le premier sujet, c'est la question du pilotage et comment est-ce qu'il peut être partenarial, ça l'a compris, mais surtout ces outils d'évolutivité du projet. C'est vrai que c'est des outils soit encore assez empiriques, on le voit un peu avec le projet de Caen, ça a pu être possible de par la proximité en fait des acteurs. Je pense que le projet de Dax, qui est vraiment une forme de plan guide différencié pour des urbanistes, c'est vraiment un outil de travail qui est très fort et très novateur. On voit aussi par exemple à l'autre soi dont je vous parlais à Villeurbanne, où là ils ont complètement créé une structure de gouvernance ad hoc, une SAS qui rassemble à la fois l'opérateur de l'aménagement transitoire, qui sera d'ailleurs un des futurs opérateurs qui fera vivre le lieu après sa période transitoire, et les maîtrises d'ouvrage du projet d'aménagement. Donc on est vraiment dans un rapport très resserré d'un copilotage, et l'évolutivité est favorisée aussi parce que l'opérateur du transitoire est celui qui va conduire la concertation sur le terrain. Donc il y a une remontée permanente puisque c'est vraiment sa fonction dédiée. Et puis enfin un autre outil qui a été intéressant pour l'autre soi, c'est cette idée aussi, si on veut favoriser l'évolutivité, de laisser des espaces libres, délibérément. Libres d'une part, par exemple à l'autre soi, c'est 2500 mètres carrés en fait, qui n'ont pas été préprogrammés au moment de l'expérimentation, enfin du coup des 2 ans du transitoire. En gros, il y a encore tous les potentiels imaginables, et c'est se laisser cette opportunité jusqu'au bout, jusqu'au maximum, pour continuer à s'ajuster au potentiel.
Donc tout ça, ça demande une ingénierie assez forte. Ça demande peut-être aussi de la formation des professionnels, parce que c'est à la fois des méthodes collaboratives, c'est être capable de s'appuyer sur l'intelligence collective, c'est être capable de retraduire à la fois visuellement et à la fois dans le langage, de manière très claire et intelligible, ce que c'est que les projets d'aménagement, pour pouvoir en parler avec les habitants. Et puis il y a cette capacité aussi à se doter de ces outils d'évaluation, ces outils pour faire remonter l'info et réajuster son projet d'aménagement. Donc pour ça, il y a aussi, outre la formation, il y a aussi, effectivement, on l'a un peu cité, des expertises qui commencent à émerger d'acteurs qui sont soit ces acteurs capables d'allier le travail de terrain, de médiation et en même temps de conception urbaine. On a parlé aussi avec Bouchin, de présence sur site, du coup le mot m'échappe. Permanence, voilà. C'était un test conditionné. Donc voilà, il y a aussi tous ces nouveaux rôles de facilitateurs d'immobilier du transitoire. Je pense évidemment à Ploto Urbain pour les franciliens. Et puis ces rôles d'AMO d'urbanisme transitoire qui soient à la fois capables d'avoir une vision stratégique pour accompagner, identifier les espaces dans lesquels on peut intervenir et savoir comment ça peut accompagner le projet et la coprogrammation des différents lots du projet d'aménagement dans le temps. Bon, voilà. Dernière petite chose aussi sur le pilotage, c'est la question de la continuité et de la cohérence du portage. Et du coup, là, c'est peut-être plus un travail de sensibilisation des élus. Parce que des élus et des services d'ailleurs aussi, mais on voit parfois, par exemple à Barcelone, qui est un des projets qu'on a étudié sur les espaces publics, il y a eu un effet d'annonce terrible porté par les élus qui se sont dit ça c'est porteur médiatiquement. Je parle énormément du projet et du coup il y a eu un effet déceptif aussi terrible parce que du coup les habitants n'ont pas compris les habitants ni l'élu, vous avez compris, n'ont pas saisi l'enjeu de ces nouveaux aménagements qui sont plus souples, qui sont plus humbles et du coup ça s'accompagne vraiment d'une pédagogie aussi auprès du public pour comprendre pourquoi on fait du transitoire. C'est pas juste un effet d'annonce. D'ailleurs, il y a eu un peu le même souci avec, là ils l'ont pas trop souligné, mais avec Dax, il y a eu un temps d'arrêt un peu long parce qu'il a fallu aller chercher les financements. Donc voilà, être capable de rendre compte aussi de ces difficultés auprès des habitants, c'est un enjeu assez fort pour que ça puisse être compris. Sur le deuxième sujet des pratiques professionnelles, il y a cet enjeu d'arriver à passer d'une logique de l'offre à une logique de la coprogrammation. C'est-à-dire qu'il y a quand même souvent encore ces habitudes de se dire on va construire des bureaux, ça va attirer des opérateurs, ça va attirer des opérateurs et permettre de créer des emplois, ou bien on va requalifier les rez-de-chaussée et ça fera venir des opérateurs. Et l'urbanisme transitoire, c'est justement pas du tout ça, c'est vraiment partir de l'existant, des réels potentiels. Ah, je vois monsieur qui réagit. On va en reparler. C'est vraiment s'ajuster au potentiel quand on est dans des secteurs plutôt distendus où il y a une difficulté à mobiliser les opérateurs. Je pense qu'il vaut mieux pas se leurrer et il vaut mieux essayer de faire avec l'existant. Et on s'aperçoit que chemin faisant, et là je prends l'exemple par exemple de Mulhouse, avec le quartier DMC, qui est donc la grande friche des fils DMC, pour lequel un magnifique plan guide avait été défini il y a plus de 10 ans, qui évidemment n'a jamais été possible à mettre en œuvre parce qu'il était inadapté aux capacités du territoire. Au final, des artistes ont occupé un lieu, Motoko. Il y avait que leur activité qui a créé un espèce de rayonnement, parce qu'en l'occurrence, c'était des artistes suisses, internationaux, etc. Simplement, au fil du temps, au fil des années, ce lieu est devenu une adresse, un lieu de destination, et pas à pas, finalement, de nouveaux opérateurs sont arrivés, mais bien plus tardivement. Donc voilà, partir de l'existant plutôt que
s'inscrire dans les façons de faire qui sont plutôt ceux des projets métropolitains. Donc ça, c'est un peu le deuxième écueil, de pas reproduire, parce que c'est vrai que l'urbanisme transitoire se fait peut-être plus facilement, c'est peut-être plus développé dans les milieux métropolitains, et donc essayer de plaquer de la programmation qui sont ceux des projets métropolitains, c'est un des écueils, je pense, pour les villes moyennes et rurales, etc. Le dernier petit sujet, c'est sur cette question des pratiques professionnelles. Je pense que l'urbanisme transitoire, c'est vraiment un outil pour lutter contre la standardisation des aménagements. C'est vrai que souvent, il y a un travail fin à la fois sur l'histoire, sur l'imaginaire, sur la mémoire et l'attachement des gens au lieu, et être capable de puiser là-dedans pour le retranscrire à la fois dans le choix des matériaux, voire même des formes, et puis même dans l'imaginaire sous forme de signalétique urbaine. Voilà, c'est quelque chose, un enjeu auquel peut répondre, auquel essaie de répondre l'urbanisme transitoire. Et le troisième sujet, c'est celui des financements. Donc, souvent, on se pose la question de comment est-ce qu'on va financer ce truc qui va nous prendre plus de temps en plus. Il existe quand même des leviers de financement. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la Banque des Territoires finance quand même de l'ingénierie pour tous les sujets d'innovation, et donc notamment pour l'urbanisme transitoire, soit vraiment sur de l'AMO pour accompagner de bout en bout un projet, soit vraiment sur des études. Je reliste pas les financements de l'ANRU ou autres qu'on a pu croiser jusqu'ici. Mais dans les cas d'études qu'on a croisés, il y avait pas mal de financements européens aussi, soit même Erasmus pour faire venir des étudiants, ou des financements plutôt sur l'innovation urbaine, comme à Lyon, avec des mannes financières assez conséquentes. Et puis enfin, il y a un peu de nouveaux outils qui existent pour financer l'urbanisme transitoire. Il y a un fonds de dotation, dédié à l'urbanisme transitoire qui a été créé par Novaxia. Il y a le fait dans son bilan d'aménagement, anticiper des dépenses en fait et les flécher dès le début pour préaménager par exemple les espaces pour accueillir du transitoire. Tout ça, c'est des mécanismes de financement qui permettent de financer l'investissement, une partie de l'investissement. Et puis on en parle souvent, l'urbanisme transitoire, ça peut être aussi des économies. Je pense aux 1,5 million par an des grands voisins économisés en coûts de gardiennage, donc ça peut se chiffrer quand même malgré tout. Voilà. Et le dernier point que je voulais reprendre, qui n'est pas inscrit ici, mais les trois projets un peu ont permis de relever ça. C'est la question du phasage et comment, en fonction de la phase dans laquelle on est du projet d'aménagement, l'urbanisme transitoire a des fonctions un peu différentes. On a pu voir par exemple avec Caen, quand on était au début vraiment dans la stratégie de l'attente, parce que très très en amont. Et donc on est plus dans une phase assez libre d'expérimentation, de tests d'usage, de préfiguration, mais très très large, ou de réponse à des besoins urgents. Alors c'était pas urgent, mais par exemple ça a répondu à des besoins. Le fait d'avoir un espace libre et de pouvoir organiser des grandes fêtes, des grands événements, souvent finalement ces grands espaces vacants offrent des opportunités que n'ont plus certains territoires. Ensuite, quand on est dans une phase un peu plus